De préparateur mental, c'est un titre qui est, c'est la petite appellation qu'on a nous ici en interne, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de ce qu'il est convenu d'appeler la dimension mentale ou du suivi psychologique. En fait, on a des formations et des titres qui sont un peu différents. Le titre de préparateur mental est un titre qui n'est pas déposé. Ils ne réussissent pas comme ils devraient réussir, et que les investigations montrent que sur le plan physique, le sportif est bien entraîné, il n'y a pas de problème particulier médical, et à l'entraînement, il a un niveau de performance que l'on ne retrouve pas en compétition. Donc, quand ça se reproduit comme ça, en général, les sportifs et ou les entraîneurs font une démarche pour essayer de voir ce que l'on peut faire. Sous-entendu que ça relève peut-être de ce qu'il est convenu d'appeler la dimension mentale. C'est un métier qui existe depuis peu en France, depuis les années 50 à peu près aux États-Unis. Et les premiers intervenants qui ont accompagné des équipes nationales, c'est aux États-Unis pour les Jeux de 60, je crois, où on a vu les premiers psychologues intervenir et accompagner les équipes américaines. Et depuis en France, ça c'est quand même, historiquement il y a toujours eu des gens en psycho à l'Institut national du sport, et depuis les années 80, on avait des laboratoires dans les années 70-80, avec des chercheurs qui étaient vraiment au balbutiement de cette approche-là, et depuis les années 80, on a des chercheurs à qui on demande d'essayer augmenter la performance, essayer de résoudre des problématiques ou optimiser la performance. Il y a une époque, il y a une période où on travaillait de façon séparée. C'est-à-dire je ne connaissais pas mes collègues de biomécanique, de physiologie, et on avait chacun des angles de travail qui étaient indépendants. Aujourd'hui, on a compris que c'est en travaillant ensemble qu'on arrivait à quelque chose. En athlète, j'ai quelques athlètes avec lesquels je travaille, je parle bien d'athlètes au sens de l'athlétisme. Mais je me rappelle, j'ai un centre d'intérêt pour l'histoire du sport, je me rappelle très bien d'un article de l'INS, donc l'Institut national du sport, mais il y a une cinquantaine d'années, et le titre de l'article c'est « Voilà pourquoi on ne courra pas en dessous des 10 secondes ». C'est le titre de l'article, ça a été battu largement depuis. Donc, est-ce que en travaillant sur les aspects mentaux, on peut amener du progrès sur la performance? Oui, certainement. Oui, certainement. On n'a pas encore exploité, je pense, certaines fibres qui permettraient à des individus plutôt d'avoir des entraînements qui soient vraiment adaptés à leur fonctionnement motivationnel, à leurs émotions, etc. Donc je crois que oui, on a beaucoup progressé depuis une dizaine d'années, beaucoup progressé, et on a des modèles nouveaux en recherche qui sont apparus, et je pense qu'on a des outils aujourd'hui pour faire en sorte que les athlètes puissent utiliser pleinement leur potentiel. Sinon, il n'y a qu'une partie qui est utilisée. Et on a certaines situations émotionnelles qui sont incroyables et qui enlèvent des freins de l'organisme qui sont là pour protéger l'organisme. De temps en temps, on peut aller un peu plus loin. Et ça, l'accompagnement des sportifs dans la phase d'apprentissage, par exemple, est importante. Ouais. Je crois que l'allusion à des outils qui nous permettraient de connaître la chimie du cerveau, par exemple, donc on a des avancées importantes là-dessus, c'est pas encore utilisé en termes réels, et qui nous permettent aussi d'identifier, qui nous permettraient d'identifier ce qui se passe au niveau de maintenant, on ne se trompe pas. L'activité sportive de haut niveau se pratique tout le temps dans des conditions émotionnelles fortes. Avoir des outils qui nous permettraient d'identifier ce que les émotions ont comme impact pour l'expression de la performance ou la précision du geste, l'explosivité, etc., ça serait un formidable pas de fait. Donc on tend vers ça. On commence aujourd'hui à amener sportifs et entraîneurs à identifier les effets des émotions sur leur performance. Quand on vous met la poutre, la même largeur sur le sol, les enchaînements sont beaucoup plus faciles qu'à 1 mètre ou à 1,50 m. L'objet de travail des psychologues, que je ne suis pas, à l'Institut national du sport, c'est en principe l'équilibre de l'individu, l'équilibre psychique de l'individu. Et croyez-moi, c'est une profession qui a beaucoup de sens ici, qui est extrêmement utile. Les sportifs de haut niveau qui sont en quête
d'une démarche d'excellence ne sont pas tous dans une situation de réussite. Sur un podium, ben, il n'y a qu'une place de premier, hein, donc il y en a plus qui perdent que ce qui gagnent. Et pour certains, ça ne leur pose aucun problème, pour d'autres, ça leur pose des problèmes très très sérieux. Il y a l'éloignement familial, hein, on a des sportifs ici qui ont votre âge et qui depuis 2 ans, le bâtiment qui est ici, c'est le bâtiment des mineurs. Voilà, on a de 15 à 18 ans, 14 à 18 ans, c'est vous dire, on est dans des situations d'entraînement qui sont difficiles. Donc c'est fondamental d'avoir un accompagnement par rapport à ça. Eux, ils travaillent vraiment sur l'équilibre psychique de l'individu pour que ce soit des individus, des sportifs épanouis, d'accord, avec des problématiques qui sont spécifiques au milieu sportif, le fait de perdre, de recommencer, d'accepter ou de ne pas accepter la douleur, de subir des entraîneurs qui sont parfois pesants dans la vie du sportif, d'accepter des rythmes alimentaires qui ne sont pas évidents, hein, ils ne peuvent pas bouffer du chocolat quand ils veulent, ben non, il faut qu'ils fassent attention aussi, parce que sinon ils sortent de certains registres. Donc ces personnes-là sont fondamentales. Et d'un autre côté, on a des spécialistes comme moi, qui sont des spécialistes de la performance, avec un prisme mental. C'est-à-dire que nous, on va travailler sur ce qui se passe dans la tête du sportif quand il essaie d'aller plus loin dans la performance. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, il y a un lien entre les deux. Effectivement, la problématique de l'athlétisme, c'est d'être explosif tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a des attentes, il y a de l'incertitude, il va falloir être capable d'avoir une explosion physique immédiate. Le produit dopant, c'est tout produit externe qui dépasse certaines doses que naturellement nous avons. Je ne sais pas si je vous fais peur comme ça, vous allez avoir une sécrétion interne de produits chimiques qui sont destinés à améliorer votre fuite, et notamment ces produits-là naturels que vous sécrétez, que nous sécrétons, que les athlètes sécrètent au moment du départ, sont nécessaires. Par exemple, l'athlétisme pour... En même temps, si on les extrayait, si on les donnait en dose supérieure, c'est interdit. On a des fluctuations de pensée du sportif avant la compétition. En général, c'est 1 semaine à 10 jours. 1 semaine à 10 jours, on commence à voir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, c'est difficile. Les sportifs qui préparent des compétitions importantes, ils jouent leur carrière à un moment donné, c'est des tournants importants pour leur carrière, et voilà comment ça se traduit. On repère des oscillations. C'est-à-dire que le sportif passe par des phases où il se dit qui va réussir, et ça lui donne presque envie d'y être tout de suite en compétition, il se sent prêt à relever des défis, prêt à aller loin dans son effort, et à d'autres moments dans le temps, ces pensées, elles deviennent plutôt des pensées négatives. Ça, c'est un processus qui est presque normal. Simplement, il va s'accentuer avec l'approche de la compétition, et ces modifications que l'on a de pensées positives ou négatives que l'on a dans la journée, on va commencer à les voir par tranche de 10 minutes, de 5 minutes. Ça peut modifier, ça se modifie de façon très importante. Par exemple, à l'approche là, on peut avoir des athlètes qui sont en phase d'échauffement, prêts à faire une performance, ils se disent ouais, je sens que j'y suis, je sens que je suis prêt, etc. Et puis 5 minutes après, il y a un tel, la vue de l'adversaire, l'incertitude du résultat fait qu'ils sont complètement paniqués et perdent leurs moyens. Le fait pour un sportif de savoir que c'est comme ça que ça se passe et que c'est un processus qui est presque normal, ça permet déjà de réguler les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie sur le fait qu'il y a des modifications comme ça, une inquiétude qui apparaît. Donc on les informe de ce type de choses. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte que lorsque la performance démarre, qu'il soit plutôt sur une phase haute. Donc on travaille sur des protocoles d'échauffement, où on va commencer à leur faire peut-être travailler soit de l'imagerie mentale, soit centrer leur pensée sur des points particuliers où ils ont du contrôle, plutôt que de subir la compétition, parce qu'ils ne la contrôlent pas et qu'ils ne savent pas. Ces relaxations, ces techniques de relaxation consistent à penser que quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui est plutôt contracté sur le plan du corps. Quand on est stressé, on est plutôt figé et contracté. Et cette contraction-là, elle n'est pas forcément compatible avec des activités qui nécessitent de la fluidité, de la coordination. Donc, on pense que l'on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en amenant des gens à travailler sur du relâchement musculaire et de la relaxation, avoir un impact sur leur état de stress. Honnêtement que c'est sans limite. Après, je ne pense pas qu'on gagnera encore des secondes, important.
on a changé les méthodes d'entraînement, c'est encore en train de changer encore plus, on commence seulement à apprendre à travailler ensemble, on commence seulement à travailler sur du sur-mesure. Oui, l'avenir est devant, hein, l'avenir est devant.